Bonsoir. Alors effectivement, c'est assez impressionnant qu'on soit déjà passé sur cette estrade ou pas, d'ouvrir la saison en présentant les auteurs de la conférence inaugurale de cette nouvelle saison. Ce soir, on accueille Marc Boulet et Sébastien Steyer qui vont nous parler des sciences naturelles dans la science-fiction. Ce Salut les aliens sera merveilleusement illustré grâce au talent de Marc. Et je pense qu'il nous montrera forcément que les héros de science-fiction n'ont jamais mauvais aliens. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Et nous fera entrer dans la 4e dimension, celle du temps, ce qui est normal pour des paléontologues. Par un curieux hasard, quoique, merci Monique, j'ai un peu l'impression de me retrouver aujourd'hui plongé au cœur d'un jour sans fin, ou de Edge of Tomorrow, ou de, au hasard, Time Code, puisque j'ai un lointain souvenir qui est celui d'avoir présenté ces mêmes Marc Boulet et Sébastien Steyer dans le cadre d'un Agora des Savoirs il y a quelques hivers de ça. Alors peut-être que dans quelques années, ça recommencera. Plus sérieusement, cette présentation biographique m'amène à dire que Sébastien Steyer est paléontologue, chercheur au CNRS. Il fait partie du centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléo-environnements du Muséum d'histoire naturelle, Muséum national à Paris, et qu'il est spécialiste d'un groupe de vertébrés, les tétrapodes, et plus particulièrement des amphibiens stégocéphales, il fallait que ce soit dit, du Permien et du Trias. Ces stégocéphales sont parmi les premiers tétrapodes à s'être aventurés sur la terre ferme, et ce, avant les dinosaures. Et effectivement, c'est ce qui a permis à Jean-Sébastien de publier un livre qui s'appelle « La Terre avant les dinosaures » en 2009 chez Belin. Alors il a bourlingué un peu partout, sur tous les continents, et dans quelques mers, parce qu'il est presque amphibie lui-même. Et il contribue très régulièrement à des magazines, à des chroniques scientifiques, des chroniques ouvertes sur la société, sur divers sujets d'actualité scientifique. Il est associé depuis plusieurs années à Marc Boulet, avec qui il a signé notamment l'ouvrage Demain, les animaux du futur, paru en 2015 également aux éditions Belin. Marc est, comme je le disais tout à l'heure, paléo-artiste, il est sculpteur numérique, puisqu'il avait fait une démonstration assez impressionnante de modelage numérique en direct lors de votre dernière intervention. Et il est spécialisé dans les reconstitutions des animaux. Alors animaux du passé, avec Jean-Seb, ou Seb, qui est paléontologue, et même dans l'anticipation d'animaux du futur. Ce qui a donné lieu à la parution de ce livre-là. Il a contribué à de nombreuses expositions, à des documentaires, à des films. Et ensemble, ils ont, je crois, fondé la boîte de production Cosima, qui héberge notamment les reconstitutions numériques sous forme d'images et de vidéos. Alors je vous invite à aller voir sur Internet les reconstitutions, à la fois mobiles dans les vidéos et statiques. C'est vraiment impressionnant. Cosima, vous tapez Cosima sur Google et aucun problème. Ou Marc Boulet. Ça marche très, très bien aussi. Donc vous en prendrez vraiment plein les mirettes. Alors, je ne voudrais pas déflorer le suspense de leur intervention, ou vous spoiler, comme disent les jeunes, en vous annonçant qu'aujourd'hui est un jour spécial, puisque c'est précisément aujourd'hui que leur dernier livre, qui est sobrement intitulé « Combien de doigts a un extraterrestre ?» il est là, il est à l'entrée aussi, c'est-à-dire qu'il sera à la sortie. Il paraît aujourd'hui chez Belin et en partenariat avec Pour la Science. Alors, normalement, ce livre est écrit à 3, mais le troisième auteur, Roland Lehoucq, ne sera pas ici ce soir, ce qui nous empêchera malheureusement d'assister aux rencontres du troisième type. Cet ouvrage est un recueil de chroniques de science et de science-fiction,
pardon, oui, cet ouvrage est un recueil de chroniques de science et de science-fiction que Roland Lehoucq co-signe. Et Roland, il est astrophysicien au CEA, il est spécialiste du décryptage des films de science-fiction. Notamment, il a récemment décrypté Seul sur Mars ou Gravity, et de leur contenu scientifique. Et il est, à ce titre, auteur d'un livre sur la physique des super-héros, ce qui est assez courageux parce que d'habitude, on s'arrête très facilement aux physiques des super-héros. Et mon petit doigt, ça c'est si je m'en tiens aux envahisseurs, ou l'index si je m'en tiens à E.T., ou d'autres doigts si c'est Star Trek. Mon petit doigt, en tout cas, je m'arrêterai là, me dit que Sébastien va superviser un travail sur les relations de parenté chez les super-héros. J'ai appris ça très récemment, justement, après avoir signé les relations de parenté, l'analyse des relations de parenté des Pokémon. Bon, voilà, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec les deux orateurs du soir. Non sans leur avoir de manière subliminale ou presque soufflé le titre de leur prochaine intervention, qui serait, par exemple, la science-fiction dans les sciences naturelles, qui est un assez vaste programme. Allez, profitez bien de cette soirée spéciale Alien et les garçons. Merci beaucoup, et à vous. Merci Pierre-Olivier, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous d'être là ce soir, à inaugurer en fait ce cycle de conférences. La conférence en question va s'articuler en fait en plusieurs temps, des images, et puis on va commencer par vous montrer en fait une vidéo qui résume en quelque sorte le travail d'illustration de science et de science-fiction en fait de Marc. Voilà, donc le ton est donné. Alors, le troisième type, Roland Lehoucq s'excuse, effectivement, Pierre-Olivier l'a bien dit, il sort juste des Utopiales, où il est président, en fait, et donc il ne pouvait pas se cloner, pas encore en tout cas, et être à Montpellier et presque à Nantes en même temps. Donc, en fait, cette conférence va traiter uniquement des sciences naturelles, parce qu'avec Roland, tous les mois, notamment dans Pour la Science, on traite des sciences en général. Lui, en tant qu'astrophysicien, décortique les sciences physiques et chimiques aussi dans la science-fiction, et moi, c'est plutôt le côté sciences naturelles. Et Marc
a comme exercice parfois qui se transforme en véritable casse-tête, il nous en parlera tout à l'heure, c'est d'illustrer en fait cette science ou ces sciences qui sont présentes dans certaines œuvres de science-fiction. Pour son exercice, on lui donne le texte, heureusement quand même, et puis quelques références cinématographiques, BD ou littérature, hein, quels que soient les supports de science-fiction. Et quelques heures. Et quelques jours. Alors, un petit rappel pour les fans de science-fiction et les historiens en fait, de la science-fiction, car on peut faire presque de l'archéologie de la science-fiction. La science-fiction ne date pas d'hier ni de demain, elle date presque d'avant-hier, puisque les premières, vous avez là au tableau parmi les premières représentations en fait, d'extraterrestres, au sens très large hein, d'extraterrestres, c'est-à-dire d'êtres fictifs, bien sûr, imaginés par des humains dans un cadre soit d'un exercice intellectuel, soit d'un exercice littéraire, qui est la littérature donc de science-fiction. Et on voit que les premières images, notamment celle-ci, remontent à 1745 et ne traitent pas vraiment d'extraterrestres, c'est plutôt un intraterrestre, c'est même une sorte d'homme-tronc, un peu comme un Ent hein, dans la fantasy, dans le monde en fait, de Tolkien. On voit une image juste derrière moi qui est beaucoup plus connue de nous et qui évoque clairement en fait, la guerre des mondes, hein, reprise plusieurs fois, adaptée plusieurs fois en fait, au cinéma. Et puis on voit des êtres en gros humanoïdes avec des traits, des caractéristiques tirées d'autres espèces, c'est ce qu'on appelle typiquement des chimères. On voit par exemple en haut à gauche un humanoïde avec un pif un peu bizarroïde et puis des ailes de chauve-souris. Bon, on rajoute des membres, que ce soit des ailes ou des pattes de chevaux par exemple, depuis des lustres pour créer justement, imaginer ces êtres fictifs. Et c'est aussi le travail de Marc parce qu'en plus d'être sculpteur numérique et illustrateur de ces rubriques science et science-fiction, il est aussi ce qu'on appelle creature designer, c'est-à-dire qu'il imagine des formes de vie possibles ou plausibles, on va dire, d'où la naissance des animaux du futur. Alors si on avance un petit peu dans le temps, on voit que la SF commence à devenir un peu plus sexy, entre guillemets, notamment avec les pulps. Les pulps américains qui étaient des magazines ou des fanzines en fait, de science-fiction à partir des années 20. On voit des personnages féminins, un peu plus attirants que les personnages de tout à l'heure. On parlait de parité, justement, aussi. Souvent, malheureusement, ce sont des victimes d'extraterrestres un petit peu belliqueux. On voit des gentils, on voit des méchants, on voit des formes humanoïdes qui reviennent souvent avec des têtes plus ou moins grosses, avec un nombre de doigts variable, on va en parler, bien sûr, et puis sur la colonne de droite, il y a plutôt des méchants avec des caractères tirés aussi de la biodiversité naturelle, en fait, réelle, des caractères de poissons, ici, là-haut, de vertébrés aquatiques, je devrais dire, ou des caractères des yeux à facettes qu'on retrouve dans différents groupes, en fait, de vie. Alors, plus sympa et plus récent encore, vous avez Paul. C'est un extraterrestre qui est cool, qui boit des bières, qui fume de la drogue. L'extraterrestre politiquement incorrect, en fait. Vous avez aussi un gentil extraterrestre qui est très politiquement correct. C'est du Spielberg, c'est E.T., qui, comme Pierre-Olivier l'a mentionné tout à l'heure, soigne les plaies avec son index rouge. Vous avez des extraterrestres qu'on ne voit pas trop, ou très peu, comme c'est le cas, par exemple, de Rencontre du troisième type, en bas à gauche, et puis vous avez des extraterrestres gentils aussi, qui sont assez cool, sauf si vous êtes un chat. C'est le cas de ALF, hein, qui est une série ALF, entre parenthèses, voulant dire Alien Life Form. C'est un acronyme, un sigle en fait, qui a été retenu justement par le producteur de la série, qui date maintenant de quelques décennies. Et puis les méchants, alors on voit tout de suite que c'est des méchants, parce qu'ils ont des caractères, des traits qui sont tirés toujours de la biodiversité actuelle, parce que de toute façon, la science-fiction est faite par des humains pour des humains, donc il faut bien utiliser ce qu'on connaît pour faire passer des sentiments. Hein, des grands yeux bleus, comme E.T., c'est assez gentil. Par contre, des petits yeux noirs, avec des dents, surtout quand il y a plusieurs rangées de dents. On peut faire un quiz au passage. Est-ce que vous avez reconnu, par exemple, l'extraterrestre, enfin l'insecte géant, en fait, en haut à gauche? Allez-y. Starship Trooper, très bien. Celui de droite, en haut à droite, plus difficile, plus série B.
fin 80, début 90, de Critter. Donc là, des yeux noirs, plusieurs rangées dentaires. Et puis en bas à gauche, pour les fans de David Bowie, The Man Who Fell on Earth, qui est un film assez bizarre où là, on voit un extraterrestre humanoïde, puisque c'est Bowie qui prend le rôle, avec des yeux quand même qui évoquent un peu, qui sont quelque part un petit peu répulsifs. C'est des yeux de reptile, la pupille verticale, c'est un grand classique pour effrayer un petit peu le spectateur. Et puis en bas à droite, vous l'avez reconnu, District 9. Alors, c'est pas tout à fait un méchant extraterrestre, même s'il a des caractères pas très ragoûtants, tirés d'arthropodes, un crustacé ou insecte au choix. Et le film est assez incroyable. Alors, on se pose des questions, enfin les auteurs de science-fiction se posent des questions sur comment représenter des extraterrestres. Et les premières représentations, finalement, datent à peu près de ces années 20, 30, jusque dans les années 60 avec les pulps, où là, vous avez une des premières représentations scientifiques, entre guillemets, c'est-à-dire raisonnées, en fait. C'est pas testable, donc c'est pas vraiment scientifique, certes, mais on essaie d'adapter, en fait, une morphologie à des connaissances actuelles, à l'époque, qu'on avait sur la planète Mars. Alors, sur Mars, et donc le martien que vous avez, en fait, derrière moi, il a tous les attributs, dans un contexte très lamarckiste, finalement, puisqu'on a pris les conditions physiques, atmosphériques, planétologiques de la planète Mars, et on a collé un être, entre guillemets, parfaitement adapté. Donc on est vraiment dans un contexte super adaptatif, où vous avez un extraterrestre qui a une poitrine, une sorte de fourrure, d'ailleurs volumineuse, parce que sur Mars, il fait à peu près moins 60 degrés, donc il faut conserver en fait l'éventuelle température interne du corps pour que l'être en face de vous, au moins, puisse vous serrer la main si vous débarquez sur Mars. Ensuite, il a des antennes, ce qui évoque une intelligence, une communication un petit peu qui nous dépasse, parce que la représentation de l'extraterrestre, c'est aussi l'altérité, et l'extraterrestre, par essence, doit être un petit peu l'être rêvé, donc avec une communication ou avec une intelligence qui nous surpasse. Il a des yeux et une trompe rétractile, parce que il fait froid, donc il faut des petits gadgets morphologiques pour s'adapter. Est-ce que vous voyez d'autres petites clés de lecture qui collent, je vous aide, qui collent bien à la surface de Mars? Vous avez une gravité qui est très faible, qui est à peu près 60 fois celle en moins, bien sûr, de la Terre. Et donc, les auteurs ont fait des espèces de ventouses pour que le martien puisse se déplacer sur sa planète. Bon, et voilà, en fait, beaucoup de conditions physiques qui permettent de représenter, en fait, ces extraterrestres. Alors, je ne sais pas si Marc veut rajouter quelque chose sur la représentation des extraterrestres, parce que l'exercice, il le réalise, en fait, tous les mois. On ne lui demande pas forcément d'imaginer un extraterrestre en fonction de thématiques scientifiques. On lui demande et il se livre à l'exercice de proposer une illustration qui synthétise en fait certaines données. Oui, c'est un exercice relativement difficile, comme tout à l'heure Sébastien vous l'a dit, c'est que je reçois les textes la veille et je dois rendre l'illustration le lendemain. Donc c'est assez difficile, mine de rien, mais ce qui est intéressant par rapport à ça, et je sais que lorsque Roland m'a proposé de rentrer dans le jeu avec Sébastien pour illustrer leurs propos, j'ai dit oui tout de suite parce que j'aime beaucoup Roland Lehoucq et puis Sébastien aussi, avec lequel je travaille par ailleurs sur les paléo-reconstitutions. Et je trouvais que l'exercice était très intéressant. Alors, hormis la deadline, hormis les délais qui sont totalement inadmissibles, mais bon, ça... Qui relève de la science-fiction, donc. Complètement. L'exercice est vraiment intéressant puisque à chaque fois, il faut synthétiser les textes, il faut faire référence aux connaissances cinématographiques, donc que je peux avoir, ou si je ne les ai pas, il faut que je m'infuse les quelques films ou les quelques données qui me fournissent. Et donc rapidement, il faut réussir à faire une modélisation ou une illustration très rapidement. Donc c'est plutôt un jeu, c'est quelque chose qu'on fait vraiment tous les trois, plus comme un jeu qu'autre chose. Alors c'est bien parce que ça paraît dans une revue très, très sérieuse, mais c'est vrai qu'on fait un travail très sérieusement sans jamais se prendre au sérieux dans un instant, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas demandé à Marc pour rien, parce que Marc est aussi un vieux geek comme le troisième type ou moi.
Et ça a été d'ailleurs une des raisons des Animaux du futur. Marc ayant travaillé avec un des inventeurs finalement de la biologie spéculative, ce travail intellectuel, cet exercice plutôt intellectuel qui imagine des formes de vie plausibles, l'inventeur qui s'appelle Dougal Dixon, en fait, qui est un géologue écossais, qui dans les années 70-80 a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle « Les dinosaures d'aujourd'hui ». Il a imaginé ce qu'on appellerait aujourd'hui une uchronie évolutive. En français, c'est un scénario qui nous montre des dinosaures actuels, je mets les oiseaux à part, bien sûr, s'ils ne s'étaient pas éteints, en fait, il y a 65-66 millions d'années. Donc, et il a repris les modèles actuels de la tectonique des plaques pour prolonger en fait certains, on appelle ça des clades, c'est-à-dire des groupes d'organismes qui ont une existence en fait en tant qu'organisme historique. Et il a essayé de coller en fait des lignées ou des clades évolutifs avec la séparation de certains continents. Et Marc en fait a travaillé avec lui dans les années 90. Sur un projet, j'essaye de lui tirer les vers du nez, qui s'appelle Kraken Futur Océan, qui là imagine en fait une faune et une flore aussi dans l'eau, dans le futur. Oui, ce qui est intéressant par rapport à ce projet, donc la base d'un peu tout, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'à l'époque, je travaillais pour le Muséum national d'histoire naturelle et j'étais sculpteur animalier. Et c'est vrai que mon travail est plutôt basé sur l'anatomie, donc la biomécanique, la biologie, sur l'étude des muscles, des os, etc. Et cette production était venue me chercher parce qu'ils avaient besoin justement d'un sculpteur anatomiste pour pouvoir crédibiliser ce genre de créatures, entre guillemets, bien sûr, que Dougal Dixon inventait. Et c'est vrai que c'était vraiment le début d'une longue aventure, que j'ai continué avec Sébastien, que j'ai continué aussi sur d'autres projets. Le fait de pouvoir à chaque fois trouver un crédit scientifique, au moins rationnel, à quelque chose qui ne l'est pas à la base. Donc c'est toujours pareil, ça fait toujours partie des exercices intellectuels que j'aime énormément. Et le fait de faire ce genre d'exercice artistique, parce que quand même en tout cas c'est de l'artistique, hein, cadré scientifiquement, ça apporte énormément comment dirais-je, ça apporte encore plus de créativité. C'est le fait d'avoir un contexte rationnel développe énormément la créativité sculpturale ou en tout cas picturale. Et c'est vraiment sur ce terrain de jeu qu'on s'amuse vraiment tous les trois depuis quelques temps maintenant, quoi. Et la deuxième raison, donc la deuxième origine, si vous voulez, des Animaux du futur, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un film qui sort, bien sûr, on s'appelle avec Marc ou avec Roland et on se dit tiens, qu'est-ce que tu as pensé de cette notion sur les trous noirs ou sur les multivers véhiculés dans le dernier le premier et le seul Interstellar, ou alors qu'est-ce que vous avez pensé des monstres qu'on voit dans Avatar sur cette fabuleuse planète Pandora qui ont 3 paires de membres mais qui ressemblent plutôt à des tétrapodes, et tétra c'est plutôt 4 chez nous. Et donc à force d'en parler entre nous, on s'est dit tiens, mais pourquoi on n'essaierait pas de l'écrire tout simplement tous les mois en fonction soit de l'actualité cinématographique ou littéraire, soit de thématiques transverses comme les plantes dans la science-fiction. Vous avez 4 heures, on ramasse les copies à la fin de la conférence, ou alors les monstres volants, ces monstres-là, dans différents scénarios, dans différentes œuvres, qu'est-ce que ces monstres-là peuvent nous apprendre en fait, en termes de gravité, par exemple. Et la transition est bien choisie parce que la gravité, elle, c'est une force en fait qui est liée à l'attraction de la planète, quelle que soit la planète. Sur Terre, c'est 9,80 mètres par seconde au carré au niveau de la mer. Hein, c'est bien connu, c'est une mesure physique. Et cette gravité, elle impose sa loi, éventuellement aussi sur d'autres planètes habitées. Et on peut critiquer. Alors le but, c'est pas de dire oui, non, ce film-là est nul, ou alors ça c'est génial. Le but, c'est pas de critiquer en positif ou en négatif en fait la science-fiction. Le but, c'est d'extraire en fait la science pour pouvoir la diffuser avec des supports sympas que sont les œuvres de science-fiction qu'on va revoir en fait ce soir. Vous allez voir des grands classiques comme Star Wars. Un monstre de Star Wars, puis on verra aussi d'autres références en matière de science-fiction. Donc là, derrière moi, vous avez comment s'appelle ce monstre ? Le Rancor, très bien. Le Rancor qui rencontre justement le pauvre Luke,
qui vient tenter de délivrer Han Solo dans l'antre de Jabba, et il tombe dans une espèce de grotte. Et là, il a affaire à ce monstre-là qui est énorme. Alors, il a des attributs sympas en termes de sciences naturelles. On voit des narines, des narines externes surélevées qui pourraient évoquer éventuellement une origine marine, aquatique, qui collerait d'ailleurs mieux au monstre parce qu'on peut estimer la pesanteur sur Tatooine, la planète en question. Les humanoïdes comme les Jedi se déplacent assez normalement parce que tout simplement c'est filmé sur Terre. Donc on peut estimer la pesanteur assez proche de celle de notre planète. Et quand on estime par contre la masse de ce truc-là, de ce monstre-là, c'est plusieurs dizaines de tonnes. Et ça fait quand même, sur Terre en tout cas, assez lourd au niveau des déplacements par rapport aux déplacements qu'on voit dans le film. Donc on peut comparer tout ça et on peut faire des hypothèses en disant, bon, si on imagine finalement une origine en fait aquatique du Rancor, qu'on ne voit pas dans la saga, le Rancor devient plus plausible en termes de poids, en termes de masse, parce que quand vous multipliez par exemple par 2 la masse, quand Bruce Banner se transforme en Hulk, sa taille est multipliée presque par 2, mais sa masse est multipliée par 2 fois 2 fois 2, puisque la masse, bien sûr, c'est une valeur cubique, alors que la taille, c'est une valeur en 2 dimensions. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, ça fait presque 10. Donc un Bruce Banner qui fait, 80, on va dire qu'il est assez costaud pour un physicien, il fait 80 kg, 70-80 kg, quand il se transforme en Hulk, ça fait presque 1 tonne. Donc ça va très vite en fait. Et souvent dans les œuvres de science-fiction, on va en reparler, il n'y a pas que dans Star Wars, on voit en fait des formes de vie qui sont énormes et qui pourraient très bien mieux passer entre guillemets en fait dans l'eau. Alors dans l'eau réelle, sur Terre, il y a justement une force qui est contraire à la gravité, enfin contraire dans l'autre sens, qui s'appelle la poussée d'Archimède et qui permet justement la sélection naturelle de formes assez lourdes, assez géantes, quels que soient les âges. Vous avez un orque, un épaulard, et puis une baleine bleue, le grand rorqual bleu, en fait, dont le spécimen le plus grand jamais mesuré, c'est quand même 33 mètres de long. Et puis, vous avez un pliosaure, qui est un reptile marin qui évoluait au temps des dinosaures, qui fait une vingtaine de mètres. Donc notre belle planète bleue a hébergé, justement dans le bleu, plutôt, des formes de vie assez gigantesques par rapport, bien sûr, aux standards humains. Autre monstre géant, alors toujours Star Wars, mais comment il s'appelle? Alors c'est l'Empire contre-attaque, mais comment s'appelle le monstre en question? L'Exogorth. Alors l'exogorth, c'est quand en fait le vaisseau spatial de Han Solo essaie d'échapper en fait à ses ennemis, il se cache dans un astéroïde et puis on a cette espèce de ver géant, de limace géante en fait qui sort et qui essaie de gober le Faucon Millennium qui est représenté sur la photo, qui est là. Ça, c'est un vaisseau spatial d'une vingtaine de mètres, estimé à peu près. Donc vous avez une bestiole qui fait une certaine taille, donc qui doit faire un certain poids. Alors après, ne me demandez pas ce que peut manger ou ce que peut respirer cette forme de vie-là, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'autres formes de vie aussi, pas que dans Star Wars. Là, on est dans Dune, bien sûr, les vers de sable géants. Donc vous avez des formes humanoïdes au premier plan. Ici, les Fremen. Et on peut estimer donc en fait la taille ou le diamètre de l'ouverture buccale. Vous avez à peu près un rayon de 40 mètres, 50 mètres facilement, ce qui fait un animal à peu près de 400 mètres de long. Quand on le voit, d'ailleurs c'est décrit en fait dans l'œuvre de Frank Herbert. Et donc on imagine un truc comme ça quand on fait un calcul de volume qui se déplace dans un sable, donc un sédiment meuble, qui à chaque fois qu'il se déplace bioturbe, c'est le terme dans le jargon scientifique, c'est-à-dire déplace du sédiment à mesure de 2 millions de mètres cubes à chaque déplacement. Alors ça implique
des idées ou des hypothèses intéressantes sur la constitution de Dune, qui est une ancienne planète justement aquatique, mais qui est devenue très sèche à cause de la sécrétion de l'épice, cette espèce de drogue sécrétée par les vers géants eux-mêmes qui permet de voyager dans le temps, etc. Et il faut quand même une certaine quantité de sable au niveau de cette éventuelle croûte de la planète en question pour permettre à des vers géants, des populations entières de vers géants se déplacer sur cette planète. Autre monstre géant, Godzilla, et puis je laisserai la parole à Marc. Godzilla, la taille varie en fait en fonction des pays, en fonction des époques, en fonction des adaptations. Là, vous avez la fiche américaine, et vous avez tous reconnu... donc là, en fait, l'exercice scientifique est celui-là, il peut être posé à des élèves de 3e. Calculez le poids du monstre que vous voyez à l'écran. Donc ça suppose une certaine connaissance en fait de l'urbanisme nord-américain. Pour certains, vous avez reconnu en fait la Transamerican Pyramid de San Francisco qui fait 260 mètres. Et donc là, on a un monstre qui n'est même pas au même plan que la grande pyramide, la grande tour en fait qui fait 260 mètres. Donc vous avez déjà, et il n'est pas au même plan, il est derrière. Donc il y a l'erreur de parallaxe à prendre en compte, bien sûr, mais en plus, il est déjà presque 2 fois plus grand. Donc c'est un truc qui fait au moins 500 mètres de haut dans la version américaine. Dans la version française, la tour Eiffel faisant à peu près 324 mètres, si vous prenez en compte certaines antennes ou pas, bon, ça se joue à quelques mètres. Là, vous avez un Godzilla qui n'est, encore une fois, pas dans le même plan que la tour en question, et qui fait à peu près à la louche, c'est des ordres de grandeur, ce n'est pas des données précises. On apprend en fait à utiliser des méthodes scientifiques. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir un résultat à la fin qui soit correct, c'est d'effectuer une enquête scientifique pour essayer de faire parler ces œuvres de fiction, et on a à peu près du 500 mètres à peu près de haut aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution de Godzilla, la taille de Godzilla évolue au cours des âges, en fonction des adaptations. Alors pourquoi, à votre avis, on a des monstres de plus en plus grands qui détruisent des villes? Pourquoi ils sont de plus en plus grands? Oui, c'est d'autant plus facile effectivement, c'est d'autant plus facile à tout casser quand on est très très grand, mais on fait des monstres aussi de plus en plus grands parce que nos tours ou nos centres urbains sont de plus en plus hauts. Donc la démesure en fait urbaniste colle avec l'imagination en fait des réalisateurs ou des adaptateurs plutôt qui proposent des Godzilla. Alors quand on regarde en fait Godzilla étant vendu entre guillemets comme un reptile géant mutant qui sort en fait de bombardements atomiques ou de tests nucléaires en fait effectués dans le Pacifique, qui se réveille et qui revient en fait dans nos villes pour punir en fait l'humanité de ses méfaits vis-à-vis de la nature. C'est l'origine même en fait de Godzilla, et c'est peut-être pas pour rien que ça a été censuré juste après-guerre aux États-Unis. Quand on regarde ce reptile-là, vendu donc pour du tétrapode, comme l'a dit Pierre-Olivier tout à l'heure, donc un vertébré qui présente en fait des membres et une constitution de type osseuse à l'intérieur de son corps, nul doute que le poids estimé de la bête ne permet pas à la bête en question de se dresser, même pas de se dresser sur ses pattes arrière. Donc Godzilla dans l'eau, comme il apparaît, oui, mais sur Terre, au niveau de la biomécanique, c'est impossible. Alors c'est pour ça que je préfère en fait personnellement l'adaptation d'Emmerich de 98 où on voit un Godzilla qui est presque plus branché dinosaure que gros reptile pâteau qui se tient d'ailleurs, qui arrive péniblement à se tenir droit en fait avec sa queue. Alors pour la petite histoire, dans la version d'Emmerich, ce n'est pas les Américains qui sont à l'origine du réveil du monstre, ce sont les Français qui font des tests nucléaires dans le Pacifique. Tests tout aussi condamnables, certes, mais on voit là une certaine réécriture de l'histoire par la machine de production américaine. Alors ce qui est intéressant aussi dans la version d'Emmerich, c'est qu'on voit clairement des références
à Mururoa, par exemple, et puis à des espèces de reptiles. Là, vous avez en fait un iguane marin, tout simplement, qui regarde de loin. C'est un montage, bien sûr, une explosion atomique. Et ça pose la question sur les mutations effectuées par, ou subies plutôt par différentes formes de vie, y compris l'homme, y compris d'autres formes de vie qui sont très présentes en fait, aussi bien sur nous, mais à l'intérieur de notre corps et dans tout l'arbre de la vie que sont les bactéries. Les bactéries peuvent subir des conditions en fait, des conditions mutagènes, c'est-à-dire des rayonnements mutagènes qui peuvent modifier en fait leur patrimoine génétique. Celle-ci porte bien son nom, Deinococcus radiodurans, parce qu'elle résiste en fait, elle a un seuil de tolérance aux radiations qui est 5000 fois supérieur à notre seuil à nous. Donc la vie peut résister ou éventuellement s'adapter en fait à des rayonnements qui ne sont pas forcément, bien sûr, justifiés ou justifiables. Alors, en parlant de reptiles mutants, on reste un petit peu dans Godzilla, puis je laisserai la parole à Marc parce qu'on va parler de dinosaures. Qui dit Godzilla dit dinosaures, bien sûr. Il existe aussi des reptiles mutants dans la vraie vie. Alors, soit à gauche, vous avez un croco albinos, un alligator, pardon, albinos, en fait. Et puis à droite, vous avez en fait un boa constrictor qui, lui, résulte de manipulation génétique. On a activé en fait un gène du développement de cette pauvre bestiole-là qui sécrète en fait une protéine qui va fixer ou pas la mélanine, qui est un pigment en fait qu'on a en concentration variable dans nos tissus épidermiques. Quand on regarde l'origine propre de Godzilla, 1954, donc juste après-guerre, presque, au Japon, on a un moment un professeur, un paléontologue, un professeur de paléontologie qui est sommé par le gouvernement, l'empereur en fait, ou le gouverneur plutôt japonais, d'enquêter sur ce monstre-là qui ravage en fait la côte et les villages de pêcheurs. Et il en arrive à cette conclusion-là. Pendant le Crétacé, une créature quelque part entre les reptiles marins et les animaux terrestres évolués est née. Je suis convaincu que c'était cette sorte de créature intermédiaire. Et là, on est typiquement dans un scénario, en fait, c'est intéressant de voir que finalement, les œuvres de science-fiction, Godzilla ou autres, quand ça parle de dinosaures ou d'évolution, eh bien, on peut analyser le contexte sur la compréhension de l'évolution de la vie à certaines époques. Et dans les années 50, souvent, l'évolution était considérée comme une sorte de chaîne graduée qui va de la bactérie jusqu'à l'homme, alors qu'aujourd'hui, on étudie plus l'évolution comme un arbre buissonnant et on met toutes les espèces au même niveau. Et le but, c'est d'étudier, entre autres, les relations de parenté entre ces espèces. Donc là, on voit le contexte de l'époque. Alors, Godzilla, on a parlé de dinosaures, on a parlé de reptiles, d'alligators, d'iguanes. Quand on regarde vraiment la morphologie, quand vous achetez en fait dans des magasins de jouets des figurines, si vous n'êtes pas déjà collectionneur, et puis vous essayez de repérer des caractères morpho-anatomiques, comme si cette forme de vie était réelle, ou comme si vous aviez trouvé une partie de cette forme de vie sous forme de squelette sur le terrain quand on est paléontologue. Donc on voit des caractères en fait assez clairement dinosauriens. Je pense surtout bien sûr aux épines dorsales qui évoquent le spinosaure. Alors là, je laisse la parole à Marc parce qu'on dérive volontairement vers tout le travail qu'effectue Marc en parallèle de ce travail d'illustration qui est les paléo-reconstitutions. Bon alors d'accord, pour commencer, ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour nous, c'est la première fois qu'on fait cette conférence par rapport au bouquin qui est sorti aujourd'hui. Donc je suis désolé, mais l'Agora des Savoirs est vraiment le chic pour nous faire venir à chaque fois avant que le bouquin soit à peine sorti. Donc là, on essuie un peu les plâtres ce soir, donc je suis un peu désolé si on cafouille un peu. Donc pour en revenir au spinosaure, c'était ça je crois la question. Le spinosaure, oui. C'est vrai que par rapport aux articles qu'on a écrits Pour la science, des dinosaures, il y en a eu très peu quand même. C'est vrai que là, quand Sébastien et Roland m'ont fourni le texte sur Godzilla, donc évidemment, la question et le challenge n'était pas de faire justement un copier-coller de Godzilla, mais de trouver un autre sujet qui prêtait justement à illustration, en tout cas à illustrer leurs propos.
Donc j'ai proposé, parce qu'en général, la façon que j'ai de travailler avec Roland et puis Sébastien, c'est que je leur propose, à eux comme à la rédaction d'ailleurs, je leur propose deux ou trois sujets pour qu'ils puissent en fin de compte choisir, et comme ça ils ont un petit peu le choix en fin de compte tout simplement. Donc faut peut-être switcher peut-être. Donc pour Godzilla, je leur avais proposé de faire un spinosaure tout simplement, que voilà. Donc là je pense que je vais laisser Sébastien en parler. Alors c'est un petit peu en fait l'habillage de la photo que vous venez de voir du squelette, hein, qui est un squelette en fait souvent comparé effectivement à Godzilla quand on fait un petit peu, justement c'est le cas de le dire, d'anatomie comparée, puisqu'on a un dinosaure qui fait à peu près 14 mètres de long et puis qui présente des épineurones comme Godzilla. Donc là, Marc en fait a repris quasi exactement la posture de l'animal, l'a habillé en fait d'abord de tendons, tout simplement en fonction de la forme des os. Vous savez que les tendons qui soutiennent en fait les muscles, qui raccrochent les muscles sur les os, plus le muscle est sollicité, plus l'apophyse osseuse qui tient le tendon va être en fait volumineuse ou aiguë. Et donc, en fait, quand Marc observe un squelette, quand je lui envoie les photos de stégocéphale, par exemple, hein, c'était juste un exemple que je découvre en Europe ou ailleurs, lui, il analyse tout ça avec son œil de naturaliste, d'abord, avant d'analyser ça avec son œil d'artiste. Et il va lui-même tenter des reconstitutions, en fait, donc d'abord au niveau des tendons, ensuite il rajoute les muscles. C'est un petit peu le travail inverse du médecin légiste qui, à partir d'un corps humain, va essayer de disséquer le sujet pour essayer d'étudier les conditions du meurtre ou de la maladie, tout simplement. Donc c'est un petit peu le travail inverse. Et puis, il y a des paléontologues au premier rang. On sait bien que les squelettes complets sont extrêmement rares. Et souvent, d'ailleurs, quand on travaille sur les vertébrés, on a plus affaire à des dents, qui sont les parties les plus minéralisées, donc les plus robustes ou dures en fait, de l'organisme. C'est ce qui va se fossiliser en fait, dans la plupart des cas. Donc souvent, Marc part de fragments osseux ou de quelques dents pour reconstituer en fait, tout un animal. Donc là, je lui laisse aussi la parole pour nous expliquer comment il fait pour finalement combler le vide et à partir de quelques fragments, obtenir un animal avec une peau et même une certaine texture et une certaine couleur. Oui, enfin, c'est vrai que là, je trouve qu'on a un petit peu un sujet quand même mine de rien, parce que là on parle de Palowart, et c'est vrai que comme tout à l'heure je disais, des dinosaures dans ce genre d'article pour illustrer des films de science-fiction sont quand même assez rares. Je crois que j'ai dû en faire deux, il y avait un T-Rex et puis un spinosaure que vous voyez à l'écran. Mais c'est vrai qu'en règle générale, mon travail de paléo-artiste n'est pas tellement appliqué sur ce genre d'illustration, puisque ne serait-ce que pour le prochain numéro, c'est sur la cryogénie. Donc j'avoue que là, mes connaissances en paléontologie sont quand même assez effacées. Mais pour en revenir justement à ces histoires d'extraterrestres, ce qui est intéressant par rapport à cet exercice-là, et j'insiste bien sur le côté exercice, c'est qu'en général, il faut vraiment partir de pas grand-chose, ou de données littéraires ou de films éventuellement, pour pouvoir inventer quelque chose. Donc c'est un exercice très, très intéressant. On va retourner effectivement aux extraterrestres pour tenter de répondre à la question combien de doigts un extraterrestre. En fait, la réponse est presque dans la question, parce que ça dépend de l'extraterrestre que vous étudiez. La morphologie des extraterrestres est intéressante, et quand on se tourne vers les premières représentations, on voit des espèces d'humanoïdes. Alors, l'humanoïde est par anthropocentrisme souvent utilisé dans les représentations d'extraterrestres, avec un crâne assez dégarni, symbole d'intelligence, paraît-il. Ça dépend des soirs. Et puis surtout, une partie encéphalique plus ou moins volumineuse. Alors, quand on fait de la paléontologie, enfin de la biologie en général, ou de la paléobiologie, on distingue bien la partie post-orbitaire de la partie préorbitaire. La partie préorbitaire, c'est ce qui forme la mâchoire ou le museau, si vous avez une grande gueule, excusez-moi du mauvais jeu de mots, et la partie post-orbitaire constitue en fait la boîte crânienne. Et là, vous avez plusieurs extraterrestres qui présentent des grosses têtes. On voit Jabba en haut à gauche, qui lui a plutôt une partie préorbitaire très développée, avec une
petite partie post-orbitaire. Hein. Et puis on voit des formes de vie, Mastermind par exemple en bleu, vous avez Paul de nouveau, vous avez aussi La guerre des mondes, où là, en bas à droite, vous avez un extraterrestre qui n'a pas l'air très cool, qui a une grosse tête, mais qui présente des extensions, en fait, une grosse tête aplatie avec des extensions latérales. Alors Marc s'est amusé justement sur cet exercice-là, des grosses têtes dans la science-fiction, qu'on pourrait appeler à réfléchir à Alien. Alien, c'est un monstre presque mythique de la science-fiction horrifique, ça rime en plus. Et lui, il a une grosse tête phallique au début, puisqu'il est né de l'imagination d'un plasticien suisse-allemand qui s'appelait Hans Rudi Giger, et qui avait imaginé une forme de vie assez bizarroïde, qui a été reprise par des cinéastes et par Marc. Voilà, donc en plus, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que c'était le premier article qu'on faisait tous les trois pour la science, donc c'était vraiment une première mise en bouche plutôt sympathique, surtout que, comme vous devez le penser ou le savoir plus ou moins, c'est que Alien, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de toute beauté. Donc ça, c'était l'article que tu avais rédigé sur les cerveaux. Voilà, donc on s'est posé la question, si Alien a une tête aussi imposante, qu'est-ce qu'il peut y avoir bien dans cette, s'il y a quelque chose, bien sûr, dans cette partie encéphalique. Alors, on a pensé, en fait, bien sûr, à un cerveau, enfin, un centre nervomoteur qui permettrait, en fait, à l'animal de galoper, de nager, de courir, de sauter. On a affaire, en fait, à une forme de vie très agressive. Un alien, en fait, concentre tous les attributs biologiques qu'on considère comme agressifs ou dégueulasses. Hein. Ça bave, ça a des griffes. Dans les premières versions, ça ne voit pas. Il n'y a pas d'yeux chez le monstre alien à l'état adulte. Et donc, ça renforce encore plus le côté de prédateur super agressif. Ça a un mode de vie et un mode de reproduction très insectivore, pas très ragoûtant, un peu dégueulasse effectivement. C'est parasitoïde, hein, c'est pas un parasite, c'est un parasitoïde parce que l'hôte au final meurt. Alors vous avez d'abord une forme, le facehugger, qui se colle au visage en fait plutôt d'un humanoïde, qui va faire tomber son sujet dans le coma. Et puis, donc c'est ectoparasitoïde. Ensuite, c'est endoparasitoïde. Ça se développe rapidement à l'intérieur. Et puis, ça, c'est le fameux chest buster. Ça explose en fait la cage thoracique quand vous avez une cage thoracique pour ensuite se reproduire. Donc, mis à part ce mode de reproduction, finalement, on s'est penché sur la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marc a fait donc un truc qui ressemble plus ou moins à un cerveau, mais il a fait aussi un organe qui évoque quelque chose qu'on connaît déjà. Je vais essayer de retrouver. Non. Voilà. Qui est un système en fait qu'on appelle le melon chez les cétacés, qui est une boule de graisse en fait qui permet à l'animal en question de justement de se déplacer, de repérer ses proies ou ses prédateurs par écholocation. Donc on envoie en fait, l'organisme en question envoie des ondes sonores dans son environnement et se fait une espèce de carte géographique locale plus ou moins grande en fonction de la longueur d'onde de ces ondes sonores justement. Vous avez d'autres espèces réelles hein, qui utilisent en fait l'écholocation, notamment les chauves-souris. Et puis dans la science-fiction ou dans la culture imaginaire en général, est-ce que vous connaissez un super-héros qui développe ou qui a développé en fait cette écholocation? Daredevil. Très bien. Donc Daredevil, pour la petite histoire, avant d'être mutant, c'est un humain qui devient aveugle et qui mute et qui va compenser en fait la perte de la vue par un hyper-développement de cette écholocation-là. Alors, la petite histoire ne nous raconte pas comment fait-il pour émettre ces ondes sonores. Donc voilà, ça c'était un exercice en fait sur les grosses têtes de la science-fiction.
On va parler des membres et des doigts, bien sûr. Les membres des extraterrestres sont de taille et de nombre variable en fonction, encore une fois, des extraterrestres en question. Vous avez ici une sorte de panthère noire très luisante avec des excroissances au niveau des oreilles. Là, c'est un truc qui a l'air assez agressif. Et on voit ça en fait dans Avatar quand vous êtes avec les navis et que vous explorez en fait l'écosystème forestier sur cette jolie planète qui s'appelle Pandora. Vous avez affaire à différentes formes de vie qui sont complètement fictives, mais on est vraiment dans le film, on est dans la plausibilité parce que chaque espèce, finalement, est dans un réseau trophique. Et c'est ce qui fait passer aussi la pilule, c'est que les monstres peuvent être tout à fait fictifs. Si vous rajoutez des prédateurs ou des parasites, comme c'est le cas dans Pacific Rim, par exemple, ou une communauté en fait, écotrophique propre aux planètes opéra, si vous êtes dans le cadre d'un planète opéra comme Avatar ou d'un space opéra comme c'est le cas de Star Wars ou de Star Trek en général, là vous avez des monstres beaucoup plus crédibles. Alors 6 pattes pour une forme de vie comme ça, alors déjà on en connaît d'autres, hein, on en connaît d'autres dans d'autres œuvres. John Carter, très bien, John Carter, alors adapté il y a quelques années, mais le roman date des années 40, je crois, hein, c'est Burroughs, c'est le papa de Tarzan. Et donc on a en fait un humain qui meurt et qui se retrouve téléporté sur Mars avec des rencontres improbables de monstres à 6 pattes. Alors des monstres à 6 pattes qui présentent quand même des caractères de tétrapodes. Vous avez donc un humanoïde en fait au premier plan, enchaîné, qui va bientôt être en proie à des grands monstres qui ont du primate, hein, du gorille, c'est assez évident, mais aussi du morse, peut-être avec des dents tranchantes et pointues et assez énormes. Donc là, on peut les compter, on a 3 paires de membres. Alors dans la même œuvre, vous avez les Martiens en question qui, eux aussi, donc il y a une certaine logique quand même dans l'œuvre, c'est que, contrairement à Avatar, où, comme par hasard, les humanoïdes locaux, endémiques à la planète, sont comme nous à 2 paires de membres. Là, l'auteur, Burroughs, a gardé une certaine logique en mettant aussi des humanoïdes, mais avec 2 paires en fait, de bras, une paire de jambes. Alors vous êtes hexapode, puisque vous avez 6 membres. Là, vous êtes bipède, hexapode, c'est-à-dire que vous vous déplacez sur vos 2 membres postérieurs, les jambes, mais vous avez en fait une sorte de ceinture scapulaire double. Et vous avez d'autres types d'hexapodes dans d'autres œuvres de science-fiction, comme le tripède, hein, de Damon Knight, par exemple, La Règle d'Or en 1954, qui a imaginé toujours 3 paires de membres, mais là, vous avez une symétrie 3. En fait. Alors Marc s'est amusé à refaire un petit peu un tripède, c'est-à-dire un hexapode tripède. Ça a été vraiment difficile pour moi, c'est qu'à chaque fois que je fais ce genre d'exercice, il faut vraiment que ça tienne la route. Donc, et quand je suis parti là-dessus, j'ai dit ça, c'est vraiment pas possible. Enfin, j'ai vraiment galéré sur cette bestiole-là, parce qu'elle est complètement improbable. Et c'est pour ça que j'ai essayé de tourner ça un petit peu dans la dérision totale, parce qu'elle est totalement improbable. Et je sais que lorsque Sébastien et Roland m'ont proposé cet article-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc voilà, donc j'ai plutôt fait ça, c'est ce que la rédaction a retenu, parce que c'est vrai que le côté drag queen avec le petit animal domestique, ils ont refusé d'entrer, quoi. Donc ils ont un certain sens de l'humour, mais qui a quand même ses limites, même quand on parle extraterrestre. Alors, est-ce que vous connaissez de vrais hexapodes? Des vrais, des insectes. Les insectes, les colamboles, puis il y a d'autres petits groupes, sont classés, rangés dans un clade, un groupe naturel qu'on appelle les hexapodes, et donc qui contient aussi tout le grand groupe des insectes, plusieurs milliers d'espèces actuelles. Donc il faudrait en fait plutôt reprendre un petit peu le morphotype de type insecte plus que le morphotype de type tétrapode pour avoir des hexapodes un peu plus réalistes. Mais
On n'est pas là forcément non plus pour imposer quoi que ce soit dans l'œuvre de création artistique. Alors on passe aux mains et aux doigts. On a parlé d'E.T. Tout à l'heure. Quand on regarde aussi ce qui est intéressant dans l'évolution graphique, Marc pourrait en parler aussi de Mickey, c'est que aujourd'hui il a 3-4 doigts. Il y a une réduction du nombre de doigts parce qu'ils ont fait des tests chez les enfants. Quand vous avez 3 ou 4 doigts, vous êtes plus sympa, plus attirant que si vous avez 5 doigts. Et alors là, plus de 5 doigts, vous êtes plus du côté horrifique. Et c'est le cas justement d'Alien, qui a une jolie main, presque féminine, avec des doigts allongés, légèrement griffus, et des doigts symétriques, que d'ailleurs Marc s'est amusé à reprendre dans son logo. Ah oui, pardon, il est là. Alors, est-ce que vous connaissez des organismes réels à plus de 5 doigts, non tératologiques, c'est-à-dire qui ne soient pas des monstres au sens effectivement péjoratif du terme? Les grenouilles parfois, mais c'est pas fixé génétiquement. Donc ça peut plutôt être considéré comme de la tératologie. Acanthostega, oui. Alors Acanthostega, c'est quoi? C'est un stégocéphale. Excusez-moi, ça s'appelle une déformation professionnelle. Mais c'est un des premiers d'ailleurs qui a à peu près 370 millions d'années. Et la grande surprise quand on a effectué des études complémentaires sur du matériel plus fraîchement dégagé et des techniques un peu plus pointues sur tout le travail de dégagement, c'est-à-dire de nettoyage entre guillemets du fossile, puisque quand on trouve un fossile sur le terrain, on ne l'étudie pas directement comme ça, on fait une sorte de cocon de plâtre qu'on envoie au laboratoire le plus proche pour ensuite que le cocon en question qui contient le fossile et la gangue rocheuse soit minutieusement dégagé. Et on a découvert que ces premiers tétrapodes, finalement, n'avaient pas 5 doigts, contrairement à ce qu'on pensait autrefois, mais plus. 6 ou même 7 doigts en fonction des genres Acanthostega ou Ichthyostega. Alors il y a aussi, dans le passé, d'autres formes de vie, les ophtalmosaures. Alors ophtalmo, c'est plus l'œil que le doigt, certes, mais il aurait très bien pu s'appeler le Dactylosaurus. C'est un reptile marin qui évoluait dans les océans à l'époque des dinosaures et dont certains représentants possédaient plus de 5 doigts. Alors c'est assez rare quand même, mais quand on fait une sorte d'analyse bibliographique des œuvres de science-fiction, on se rend compte qu'on a cité Alien. En fait, il y en a pas mal qui ont plus de 5 doigts. 5 doigts, encore une fois, par anthropocentrisme, on pensait que c'était le nombre canonique que même la biodiversité actuelle ne pouvait pas dépasser. Et en fait, on revient à l'œuvre de Herbert, qui est Dune. On a des navigateurs, les grands navigateurs qui sont grands consommateurs aussi d'épices, qui voyagent donc dans l'espace et dans le temps, ont 9 doigts. Et ce sont ces 9 doigts que Marc a repris en fait, dans la couverture de notre livre. Et je laisse du coup à Marc le mot de la fin pour conclure sur cette découverte naturaliste des mondes de science-fiction. Tout à l'heure, on parlait du tripède qui était pour moi complètement loufoque et difficile à faire lorsqu'on part de principes biomécaniques fiables. Et là, par rapport à ce navigateur à 9 doigts, donc j'ai fait 9 doigts parce qu'il a 9 doigts, d'après Herbert, mais théoriquement, cette bestiole, si vraiment elle avait 9 doigts, elle devrait avoir un avant-bras 3 fois plus épais que ça, en fonction des muscles qui correspondent aux doigts. Donc j'essaie de correspondre à quelque chose qui puisse faire plaisir à tout le monde, mais c'est absolument faux, ça. Ça n'existe pas, vous le savez, ça. Voilà, il y en a plusieurs. C'est un pied de nez, là. Voilà, on peut peut-être finir sur la deuxième et la dernière vidéo, qui est une sorte de teaser en fait du livre qui compile en fait, c'est un recueil de nos rubriques sur 3 ans, donc publié tous les mois dans le magazine Pour la Science avec Roland Lehoucq, illustré par Marc. Et après 3 ans de service entre guillemets, l'éditeur nous a proposé d'éditer justement ce recueil en fait de rubriques.
Merci. Alors, j'ai tout de suite une question avant qu'on puisse faire circuler le micro. Est-ce qu'on n'a pas 5 doigts pour pouvoir compter en base 10 ? La véritable question, c'est pourquoi ton 5 doigts à chaque main et 10 au pied? Oui, bonsoir. En dehors des délires d'Heroic Fantasy, sur quelle base à peu près plausible peut-on réfléchir? Alors, je vais évoquer différentes orientations de réflexion. Déjà, sur Terre, on est sur une base carbone. Et les scientifiques, des fois, envisagent pourquoi pas une vie organisée puisse être sur une autre base, le carbone. Déjà, c'est vertigineux. Pourquoi ne pas envisager quelque chose qui soit non pas dans la démesure, parce que Godzilla et autres, ils sont très grands, mais il y a beaucoup plus d'insectes que de vertébrés sur Terre, des espèces. Et plus c'est petit, plus la consommation d'énergie est moindre. Il y a un rapport entre la masse et puis la surface corporelle, enfin oui, ce que j'évoque. Tout ça, ce sont des données scientifiques. J'aimerais que vous insistiez là-dessus, que vous répondiez sur ce genre de considération, parce que rêver à des choses d'Heroic Fantasy, c'est sympa, mais moi, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Alors, c'est normal que vous soyez sur votre faim, parce que ce n'était pas une conférence d'exobiologie ou d'astrobiologie, mais on peut en parler. Et c'est vrai que dans les petits extraterrestres des œuvres de science-fiction, dans ces délires, donc, nous n'avons pas eu le temps de parler des midi-chloriens, par exemple, qui sont des formes de vie donc de l'univers Star Wars, qui ont été rajoutées par Lucas pour essayer ou tenter d'expliquer pseudo-scientifiquement qu'est-ce que la force dans l'univers et cette force qui est concentrée par les Jedi. Voilà une représentation de midi-chlorien en fait, de Marc. Alors déjà, midi-chlorien, c'est un petit peu une contraction entre mitochondrie et chloroplastes, qui ne sont pas des organismes, qui sont des organites. Mais effectivement, si vous posez la question à un astrobiologiste ou un exobiologiste, peu importe finalement le terme, c'est-à-dire un naturaliste spécialisé dans l'origine de la vie sur Terre et dans les éventuelles formes de vie plausibles dans notre système solaire ou dans l'univers sur des quelconques planètes, des exotères qui seraient dans des zones habitables ou des zones d'habitabilité, on pense tout de suite en fait plutôt aux bactéries. J'en ai parlé un petit peu avec la fameuse superbactérie mutante, enfin résistante aux radiations, mais les bactéries, déjà, c'est 90%, voire plus, de l'arbre de la vie, encore plus que les insectes. Et puis, certaines bactéries résistent à des conditions, on appelle ça en fait des extrémophiles, des conditions de pression, de température extrêmes pour nous. Et des biologistes prédisent même, alors ils prédisent d'une manière quand même assez scientifique, que les premiers organismes sur notre planète ont été des bactéries, sous forme de stromatolites, à maintenant à peu près 4 milliards d'années, ou 3,7, je ne sais plus, en fonction des toutes dernières découvertes. Et les derniers seront sans doute des bactéries extrémophiles, parce que la Terre a encore à peu près 5 milliards d'années à vivre, c'est-à-dire que dans 5 milliards d'années, notre astre, le Soleil, aura à peu près un rayon proche de celui du système, et donc la Terre sera complètement soufflée par cette quasi-explosion de notre astre qui va manquer en fait de carburant. Mais avant que le Soleil explose, la température sur Terre sera énorme, et du coup les derniers organismes réels seront sans doute en fait des bactéries. Donc j'ai envie de dire oui, l'univers est aux bactéries, mais pour l'instant, alors en tant que paléontologue, c'est peut-être aussi une déformation professionnelle. Quand je réfléchis à l'exobiologie, parce que ça m'arrive entre deux délires de science-fiction,
Je pense qu'on a plus de chances demain, façon de parler, de découvrir des fossiles sur Mars, des sortes de stromatolites finalement martiennes, plus que de trouver des formes de vie vivantes. Je pense que notre future rencontre avec un extraterrestre, ça serait, il faut que j'utilise le conditionnel parce que c'est du conditionnel bien sûr, ça serait plus pour moi des fossiles martiens que des martiens tels qu'on les concevait depuis les années 20 ou depuis les années 60 avec les pulps. 2024. Oui, malheureusement, bon, la dernière sonde a eu un petit souci. Apparemment, l'enquête est d'ailleurs encore en cours pour savoir comment Schiaparelli s'est craché en fait sur Mars. Mais il y aurait eu un bug, enfin... on espérait tous, bien sûr, que la sonde se pose. Voilà, c'est ça. En fait, la sonde a chuté et s'est crachée littéralement sur la surface de la planète Mars, alors qu'on attendait tous que la sonde se pose avec ses petites rétrofusées et commence son programme d'exploration, premier programme d'exploration à l'intérieur du sous-sol martien. Et quand on regarde la biodiversité dans 1 mètre cube de terre, c'est beaucoup plus riche souvent que la biodiversité dans beaucoup d'autres écosystèmes. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, parce que si je cite une forêt, ça serait faux. Mais voilà, les sous-sols sont eux aussi très riches en fait en bactéries. Bonjour, merci pour la conférence. Donc j'avais une petite question pour Marc, je pense que ça serait peut-être plus possible. Sur votre créativité par rapport à la confection d'animaux irréels, parce qu'on a bien détaillé que vous devez quand même vous baser sur des choses assez figées, comme la gravité, comme la lumière peut-être pour les plantes, ou les manières de fonctionner. Vous avez quand même beaucoup de contraintes par rapport à votre créativité, et pourtant, même aujourd'hui, on découvre... Enfin, il y a quand même des animaux qui vous surprennent encore. Sur le fait, on a vu des animaux à 6 doigts, on n'a pas vu, mais on a retrouvé des lézards, je crois, dans les Balkans qui vivaient sans lumière. On a l'ornithorynque qui surprend aussi. Donc c'est quand même des choses qui permettent une créativité sans limite, malgré les contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Donc moi, j'aurais voulu savoir un peu comment vous pensez votre créativité, comment ça vous vient en fait, tout ça. Merci. Mais ça, je pense qu'il faut en parler à mon docteur, mais je vais essayer de faire court quand même, parce qu'il paraît que je vais mieux. Comme tout à l'heure, j'ai essayé de l'expliquer, c'est vrai que la créativité sans contrainte, de toute façon, pour moi, ça n'existe pas. C'est personnel ce que je dis, hein. L'angoisse de la page blanche, par exemple, je ne la connais pas, c'est qu'à chaque fois que j'ai des contraintes, justement, elles me sont vraiment, par définition, elles me sont imposées, soit par les scientifiques quand je fais du paléo-art, ou par ces contraintes-là, ces contraintes purement éditoriales que sont justement les articles dans Pour la Science. Donc ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est le fait de pouvoir analyser, synthétiser très rapidement, en tout cas pour les articles en question, analyser, synthétiser et pouvoir après créer tout simplement, créer artistiquement, j'entends bien. Et comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est vrai que plus j'ai de contraintes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, plus je crée. Bon, et je suis pas masochiste du tout, la question n'est pas là, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment une des clés de la créativité dans le cadre de ce genre en tout cas de création artistique. On est bien d'accord, c'est vraiment une particularité que je développe depuis très longtemps maintenant, qui est le fait de faire des visuels photoréalistes ou hyperréalistes. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça concerne vraiment que ma façon de voir l'art, quoi, en tout cas. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est vrai que pour moi la contrainte est très intéressante, surtout lorsqu'on doit faire des animaux qui sont plus ou moins plausibles ou probables, quoi. Et puis aussi avoir une foule d'informations, de documentaires, de bouquins, aller voir des conférences, aller voir des scientifiques. Enfin, c'est... Voilà. Et pour rejoindre un petit peu votre remarque, je pense aux animaux du futur. Quand on a commencé à plancher sur certains groupes, on s'est dit, mais là, on peut rien inventer tellement les morphotypes sont
tellement certains groupes ont en fait exploré certains morphotypes divers et variés. On pense aux insectes, on peut penser aux méduses, on peut penser aux plantes. Faire du nouveau à partir de formes de vie actuelles ou passées, dans certains groupes. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que les auteurs et les réalisateurs de science-fiction retombent un petit peu dans les canons tétrapodes ou même humanoïdes, parce que on peut déjà se rapprocher d'un certain type de public, bien sûr, humain, qui va acheter son billet de cinéma pour aller voir le film, donc faire passer des messages, des sentiments, etc. Mais en plus, on peut faire du nouveau en rajoutant des cornes, en rajoutant des griffes, ou simplement en faisant ça, ou Superman, qui n'est pas un super-héros, mais un extraterrestre. Vous prenez l'acteur, vous lui mettez un slip rouge et une cape rouge, et puis vous faites un film, quoi. Donc c'est pour des raisons aussi économiques, mais du coup, des fois, on a l'impression un petit peu de tourner en rond, parce qu'on voit souvent les mêmes morphotypes globaux, quoi. Alors, faire un film de science-fiction avec des bactéries, pourquoi pas ? On peut se poser la question, qu'est-ce que le blob ? Est-ce que c'est un gel bactérien immense, super prédateur, super carnivore, pour ceux qui l'ont vu, les amateurs de science-fiction de série B ? Est-ce qu'on est plutôt dans de la méduse autotrophe, bizarroïde ? Bon, on peut se poser ces questions-là, mais si on creuse un petit peu, je pense qu'on peut trouver des œuvres où les bactéries et les virus... Alors, par contre, dans les virus, en virologie extraterrestre, vous avez pléthore d'œuvres en passant par l'horrifique ou le survival, comme on dit, où les acteurs, enfin les personnages sont en proie des virus, ils se transforment soit en zombies, soit ils sont malades, tout simplement. Il y a les virus informatiques aussi qui sont très traités dans la science-fiction. On pense tout de suite à 2001, où HAL en fait tue pour ne pas être déconnecté. C'est encore un petit peu autre chose, mais voilà. Il y a effectivement une sous-représentativité des formes de vie microscopiques, extraterrestres, éventuellement plausibles, qui est assez criante dans la science-fiction. Une question. J'ai essayé. Allez-y. Pardon, allez-y, oui. Non, en fin de compte, ça rejoignait un petit peu les deux dernières questions. C'est que il y a quelque temps, je suis en train de développer justement une forme sur une autre planète, qui serait plutôt liée justement aux formes mathématiques fractales. Et je sais que par exemple ce genre de sujet n'intéresse personne. Il n'y a que moi que ça intéresse. Donc et pourtant ça ne ressemble vraiment pas à grand chose, alors que c'est mathématique, c'est fractal. Enfin, pour moi c'est absolument, c'est très esthétique, c'est très beau, mais ça n'intéresse personne parce que ça ne ressemble pas justement à un petit bonhomme avec une culotte rouge et une cape verte, quoi. Et pourtant c'est fabuleux parce que les fractales on en a partout autour de nous, on n'y prête même pas attention. Une question nous venant d'internet. Est-ce que les aliens de la saga Alien pourraient exister et survivre sur Terre ? C'est comme Godzilla, je pense. Est-ce que cette forme-là pourrait survivre ? Dans l'eau, oui. Après, sur Terre, sur la terre ferme, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Ce sont des polymorphes, en plus ils sont polymorphiques, ce sont des parasites avant tout, donc oui, pourquoi pas, Mais ceci dit, ça existe déjà, enfin, ne serait-ce qu'à l'état des bactéries ou des virus, ce sont des aliens. Ils sont petits, mais ils sont efficaces. Non, je pense que c'est dans l'idée, dans le concept même du film Alien, donc ce genre de parasites xénomorphes et compagnie, je pense que c'était ça plutôt la question. Mais sur Terre, ce genre de choses existait déjà, mais en tout petit. Quand on se penche sur un petit peu d'astrobiologie, et ça rejoint la remarque de monsieur tout à l'heure, on imagine aussi une forme de vie carbonée, parce que la nôtre est carbonée, et d'autres auteurs ont imaginé des formes de vie à base de silice, de pseudo ADN autoréplicante à base de silice. Alors, ça poserait, je pense, il faudrait demander à un chimiste d'autres questions, éventuellement d'autres problèmes en termes
d'électrostatique, enfin de maintien en fait des atomes. Mais ça existe dans les œuvres de science-fiction. Il y a par exemple Sylvie Lenné, qui est une auteure française, qui a imaginé des humains débarquant sur une planète de sable, et l'extraterrestre, c'est le sable. C'est une forme de vie intelligente qui n'est pas humanoïde du tout, qui casse un petit peu le mythe justement de humanoïde égale intelligent. Et le sable, dans l'œuvre bien sûr de Sylvie Lenné, est intelligent. Et c'est une œuvre assez intéressante justement pour ces différents points. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais... Bonsoir. Je voulais savoir, vous avez parlé beaucoup de films, de livres, mais pas beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que vous allez faire des recherches sur tout ce qui est jeux vidéo, comme il y a beaucoup d'aliens dans tout ça, dans tout l'univers. Donc voilà, comme vous avez dit que vous étiez geek, je trouve ça bizarre que vous n'ayez pas parlé de ces univers-là. Vous êtes où? Ah oui, tout en haut. Ah oui, oui, c'est effectivement les jeux vidéo, c'est un autre support de science-fiction. Alors, dans Lost Planet, par exemple, il y a des vers géants aussi, qu'on a mentionné dans notre article sur les vers géants, comme par hasard, au même côté que Dune, par exemple. Je pense que Marc est en fait un peu plus joueur que moi. Je lui relance pas la patate chaude, mais... Ouais, c'est vrai que par rapport aux jeux vidéo, c'est vraiment un univers à part entière où il y a vraiment une créativité totalement débordante, débridée, et puis en plus il y a beaucoup de moyens dans les productions, donc c'est vrai que c'est un très bon sujet. Je dirais même que les jeux vidéo sont beaucoup plus intéressants que les films. J'ai même carrément l'impression que les films par rapport aux jeux vidéo, c'est un peu comme le Minitel et puis Internet, quoi. Et j'irai jusque-là. Mais c'est vrai que les jeux vidéo sont vraiment très intéressants et extrêmement riches, et en plus peuvent permettre à de jeunes créateurs designers, par exemple, de pouvoir s'exprimer à la folie, quoi. Et c'est vrai que la plupart des jeux vidéo, les très bons jeux vidéo, sont maintenant justement mis au cinéma. Enfin, on en fait des films, mais c'est vrai que c'est un univers extrêmement riche, quoi, où tous les délires sont permis. Il y a No Man's Sky, par exemple, qui est un jeu vidéo quasi infini, avec une aire de jeu, un gameplay, comme on dit, qui est sans cesse en fait créé par des algorithmes divers et variés qui se mettent en œuvre automatiquement au fur et à mesure que vous progressez dans l'univers. Vous partez d'une planète, vous pouvez explorer en fait une autre planète, son satellite, partir aussi dans l'espace, rentrer dans à la surface d'une comète, ou enfin voilà, et à chaque fois rencontrer des formes de vie. Alors, on m'a dit que par contre l'algorithme qui générait en fait tout ce qui est creature design dans No Man's Sky était un petit peu répétitif. Mais j'ai vu quelques teasers et j'ai trouvé ça assez intéressant. Notamment au niveau des plantes qui sont elles aussi sous-estimées en termes de science-fiction. Ou alors quand on les voit, les plantes fantastiques, c'est toujours la même chose. C'est toujours des plantes carnivores, comme par hasard géantes, qui vous gobent soit par la tête, soit par une jambe ou autre. Ou alors des espèces de trucs lianescents qui vous fouettent. Je pense à Minority Report, par exemple. Il y a Tritid, effectivement, aussi. Mais les plantes restent assez sous-estimées. Et No Man's Sky, le peu que j'en ai vu au niveau des teasers, m'a l'air quand même assez intéressant au niveau de tout ce qui est flore extraterrestre. Je voulais dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la force du Jedi? Excellente question. Est-ce que ça pourrait exister sur la planète Terre? Alors, je pense pas, parce que en fait, sinon ça se saurait. Mais au début, l'explication de Lucas, c'est une concentration. Ce sont les Jedi qui concentrent en fait cette espèce de force électromagnétique présente dans l'univers, et du coup, les Jedi ont des super pouvoirs. Et malheureusement, dans la prélogie, et aux grandes dames de tous les fans de Star Wars, Lucas en fait de la force un simple taux de midi-chlorien dans le sang. Alors, on ne sait pas trop ce qu'est un midi-chlorien, mais il essaie de quantifier. À un moment, je ne sais pas si tu te souviens, il y a Qui-Gon Jinn qui fait une sérologie, qui fait une analyse en fait sanguine. J'adore Star Wars. Au petit Anakin.
Toi aussi. Et ils en déduisent, par clé USB sérologique à distance, bien sûr, un taux de midi-chlorien de 2000, ou 20 000 même, je crois. 20 000. Alors, on ne sait pas si c'est dans une goutte de sang, on ne sait pas si c'est dans tout le corps du petit Anakin, mais il paraît que c'est plus que Maître Yoda lui-même, et que, au niveau du Conseil des Jedi, quand ils ont ce résultat-là, ils se demandent si le jeune Anakin ne serait pas uniquement constitué de midi-chlorien. Et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint la notion en biologie de super-organisme. On a des formes de vie. Alors, c'est un nom barbare, les siphonophores, par exemple. En gros, c'est des méduses. En fait, c'est des méduses qui sont tellement complexes et tellement bien organisées que c'est plusieurs méduses, plusieurs toutes petites méduses qui s'emboîtent pour former une grande méduse. C'est ce qu'on appelle un super-organisme. Et cette notion-là, on la retrouve d'une manière assez intéressante dans la force des Jedi. Un petit peu comme dans le corps humain. Oui, exactement. Quand on regarde molécules qui s'accrochent pour créer le corps humain. Exactement. Quand on regarde finalement la constitution de notre tube digestif, on a à peu près 2 kilos de bactéries dans notre corps. Donc on peut aussi se poser la question, finalement, est-ce qu'on ne serait pas, nous aussi, des super-organismes? Parce que sans ces bactéries-là, on ne peut pas digérer ou on ne peut pas faire plein d'autres choses. Et puis, il y a certaines bactéries qu'il ne faut pas mélanger. Escherichia coli, par exemple, est une bactérie bien connue des généticiens pour des études justement de phylogénie moléculaire, entre autres. Mais si elle passe dans le sang, alors elle est présente dans notre tube digestif, et on digère en partie grâce à elle, mais si cette bactérie qui est gentille dans notre tube digestif passe dans le sang, dans le système sanguin, ça peut créer des septicémies ou des trucs comme ça. Donc chaque bactérie, bien à sa place, le super-organisme fonctionne bien comme ça. Mais quand on regarde aussi un arbre, et Francis Allais le dit très bien aussi, un arbre, c'est finalement un super-organisme à lui seul aussi, parce que rien qu'au niveau de la rhizosphère, c'est-à-dire de tout le microcosme qui entoure les racines, vous avez des organismes symbiotiques, vous avez des champignons, vous avez des lichens au niveau du tronc, vous avez des plantes épiphytes qui vont capter la lumière grâce au support végétal associé, etc. Finalement, un arbre, c'est aussi quelque part un super-organisme qui communique et qui bouge contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous pouvez partir de l'hypothèse que l'homme, avec des moyens, va coloniser toutes les planètes et son corps et son esprit et le bestiaire qu'il aura amené avec lui ou la végétation qu'il aura amené avec lui pour adapter à chaque planète. Est-ce qu'il y a des transformations par la gravité, par la condition de lumière, condition de température? Je veux savoir si vous avez exploré cette hypothèse. Alors, on n'a pas exploré cette hypothèse, mais on a constaté cette hypothèse quand on a fait une petite analyse bibliographique, finalement, sur les hommes du futur dans la science-fiction. On s'est prêté à l'exercice. Alors, c'était un exercice un petit peu imposé par l'ancienne directrice éditoriale de Pour la Science, qui nous a dit, tiens, on fait un numéro spécial sur l'homme V.2.0, l'homme augmenté, enfin soigné et augmenté. Est-ce que ça vous dirait, dans votre cadre de rubrique science et science-fiction, de plancher sur ce thème, de l'homme du futur dans la science-fiction? Donc on a dit oui, pourquoi pas. Et en fait, quand on a fait en bon universitaire avec Roland Lehoux, qui en bon universitaire, qui se respecte notre analyse, on a souvent en fait les mêmes morphotypes humains, encore une fois, qui ressortent des œuvres de science-fiction. Vous avez l'homme sidéral que vous venez de citer, qui part tenter coloniser en fait des planètes nouvelles, et donc un homme qui est souvent un fantasme en fait d'un homme super intelligent qui a résolu des problèmes de pesanteur ou d'apesanteur, et puis aussi de distance entre deux systèmes. L'exoplanète la plus proche de nous, c'est Proxima b, 40 000 milliards de kilomètres. C'est ça. Donc,
on n'a pas encore... on a parlé de cryogénie. Marc a parlé de cryogénie parce que c'est un des prochains thèmes de nos rubriques Pour la science. On a observé certaines formes de vie, des poissons osseux antarctiques, qui sécrètent une sorte d'antigel en fait, intracellulaire pour permettre aux cellules de ne pas exploser lors du dégel, parce que le volume augmente en fait, quand vous passez d'une phase liquide à une phase solide, ou inversement. Et il y a d'autres formes de vie aussi. Mais nous, pourtant mammifères, on n'hiberne pas et on n'a pas encore trouvé, même si certaines boîtes privées américaines vous proposent des solutions miracles de cryogénie en attendant qu'on trouve certains remèdes à certaines maladies, on n'a pas trouvé encore de système viable de réveil de corps humain entier. En tout cas, on est capable de congeler, entre guillemets, certaines cellules souches, mais à l'échelle de l'organisme entier, on ne sait pas faire. Donc au niveau des temps de distance, déjà, ça va poser un problème physiologique et reproductif certain. Alors, il y a des auteurs de science-fiction qui ont imaginé des dynasties entières de voyageurs sur des grands vaisseaux embarqués avec différents types d'écosystèmes pour rappeler un petit peu la terre-mère, c'est le cas de le dire, et puis ne pas trop avoir le mal du pays et permettre à des populations entières de se reproduire sur des milliers, voire des millions, voire des milliards d'années. Bon, pourquoi pas? Alors après, dans l'homme du futur, il y a aussi l'homme aquatique. Enfin, il y a plusieurs morphotypes humains qui reviennent. L'homme aquatique avec des branchies externes éventuellement, des mains palmées, on pense tous, pour les quadras en tout cas, comme moi. Patrick Dufy. Voilà, à l'homme de l'Atlantide. Et puis il y a aussi l'homme souterrain, qui revient souvent dans des futurs, alors des utopies ou des dystopies, c'est le contraire en fait de l'utopie. Il y a H.G. Wells par exemple, qui a imaginé les Morlocks, qui sont des méchants humains régressés à l'état de bêtes souterraines et qui vont de temps en temps sortir la nuit pour manger les castes sociales très élevées qui, elles, sont en surface. Donc c'est aussi une critique sociétale. Bien sûr, la science-fiction, en plus de ce qu'elle peut nous apporter en termes de science, nous apporte aussi sa dose, et c'est normal, de critique de nos sociétés. Et c'est pas pour rien peut-être que Damasio, quand il a écrit, je crois que c'est La Horde des Contrevents, il me semble, cite que la présidence sous M. Sarkozy l'a beaucoup aidé dans l'imaginer en fait une société contrôlée par les médias et par tous les réseaux plus ou moins sociaux qu'on connaît. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question au niveau crédibilité. Est-ce que vous pensez que les horreurs Lovecraftiennes sont envisageables? Ah, Lovecraft. Alors Lovecraft, dans le contexte, on est quand même en pleine phase d'exploration antarctique. Et l'Antarctique, encore aujourd'hui d'ailleurs, en termes de géologie, plus qu'en termes de géographie, mais à l'époque, l'Antarctique était vraiment une terra incognita. Et Lovecraft a utilisé un petit peu cette zone blanche sur la carte du monde de l'époque pour imaginer des sortes de grands ingénieurs qui ont pondu sur Terre des extraterrestres tentaculaires monstrueux, plutôt aquatiques, comme expérience. On retrouve d'ailleurs dans Lovecraft un petit peu la théorie des grands astronautes qui est reprise souvent dans les œuvres de science-fiction, typiquement Prometheus, c'est un des derniers avatars de cette théorie-là. C'est une théorie pseudo-scientifique, c'est pas scientifique du tout, qui voit dans l'évolution de l'homme ou même dans l'origine de la vie un acte volontaire d'extraterrestre qui aurait ensemencé en fait la planète à un temps donné pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bon. Et souvent, dans les œuvres de science-fiction, la créature se retourne contre le créateur. On voit ça depuis Frankenstein, entre autres, hein, Mary Shelley, ça date. Mais c'est repris un petit peu à la sauce pseudo-scientifique. Il y a des pseudo-archéologues qui voient dans certaines peintures rupestres sahariennes ou ailleurs la trace d'extraterrestres qui seraient venus en fait, visiter la Terre à plusieurs époques. Et tout ça est démonté par des archéologues très sérieux comme Le Quélec, par exemple, qui est spécialiste en fait, de peinture rupestre dans le Sahara.
Et donc oui, alors en termes de morphologie, Marc y a travaillé, des formes tentaculaires. On a fait une rubrique spéciale tentacules, où on a brassé en fait d'ailleurs plusieurs clades, plusieurs groupes zoologiques, des méduses en passant par les céphalopodes, bien sûr. Alors d'après Lovecraft, on est plus dans le groupe des céphalopodes géants extraterrestres, mais il y a aussi un éléphant géant, j'ai oublié le nom, c'est pas Cthulhu, c'est un autre truc monstrueux qui, à la place de trompe, a des tentacules gigantesques. Et bon, alors encore une fois, pourquoi pas dans l'eau, mais après sur Terre, on a quand même une certaine gravité sur la planète et ça pose des soucis. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Que du bien. On va prendre une dernière question tout en haut. Oui, là. Avant la question, juste, on est en gros des super-organismes. On a intégré la mitochondrie et on peut dire aussi que ça fait de nous des super-organismes. Moi, j'ai une question. Par la religion, l'homme a essayé de savoir qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Il y avait un côté un peu rassurant. Et j'ai l'impression que la science-fiction essaie de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a au-delà de la Terre. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour rassurer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes vous qui travaillez vraiment dedans. Est-ce que la science-fiction est une nouvelle religion pour répondre à une question qui nous dépasse finalement? C'est un art, la science-fiction. Alors après, religion et art, ça fait deux, bien que pour certains philosophes spécialistes en esthétique, on peut se poser la question. Mais non, pour moi, je pense que la science-fiction, c'est pas une religion, c'est une proposition déjà, qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un dogme, parce qu'elle vous dit pas c'est la vérité vraie. Et puis, évidemment, elle exorcise beaucoup de peurs en même temps, peur sociétale, peur de la folie urbaniste en fait, de certaines constructions humaines, ou des peurs démographiques justifiées. On pense tous à Soleil Vert, par exemple, qui est un vieux film, enfin une vieille adaptation d'une œuvre de science-fiction. Donc la science-fiction, comme tous les arts, mais là l'artiste devrait répondre en fait avant moi. L'art-thérapie, bon, il parlait de son psy tout à l'heure, je pense qu'on est un petit peu là-dedans. Un des psys. Non, ce qui est intéressant par rapport à cette question-là, c'est qu'il y a une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est l'imagination. Ça fait partie des choses qui sont plus ou moins oubliées aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent pas le temps d'imaginer les choses. Donc c'est quelque chose qui est gratuit, il suffit de fermer les yeux et d'imaginer. Donc pour moi, la science-fiction, c'est aussi de l'imagination. Donc imagination, créativité, bien sûr, quoi. Mais c'est très important, justement. On donne pas mal de conférences, on fait des mini-conférences dans les écoles primaires, les lycées, les collèges. Et je sais que pour moi, l'imagination, c'est vraiment quelque chose que je prône haut et fort, quoi. C'est à la portée de tout le monde et personne ne s'en sert. Alors c'est tant mieux pour les artistes, parce que ça fait plus de boulot pour certains. Mais c'est vrai que c'est gratuit. Et tout le monde peut imaginer ses mondes, tout le monde peut imaginer ses monstres ou ses fées, ce qu'on veut, quoi. L'imagination, pour moi, c'est très très important.